Connaissez-vous l'église de votre quartier ou de votre paroisse, comme on disait avant? Savez-vous si elle est occupée et si oui, par qui? Les églises à Montréal, il y en a vraiment beaucoup, comme tout le monde le sait. Et elles ne vont pas toutes bien. C'est d'ailleurs un problème qui est présent dans les milieux urbains d'Amérique du Nord et aussi d'Europe de l'Ouest. Montréal n'est vraiment pas la seule à être confrontée à des lieux de culte qui dépérissent rapidement. Mais à Montréal, ce problème est exagéré, parce qu'on a beaucoup d'églises et qu'elles sont de plus en plus inoccupées. Pourtant, beaucoup de Montréalais et de Montréalaises veulent les garder, ces églises-là. Qu'est-ce que ces bâtiments représentent? Qu'est-ce qu'ils signifient? Pourquoi souhaiter les garder alors qu'ils sont très peu fréquentés? Qu'est-ce qu'on serait prêt à accepter pour sauvegarder les églises? Bonjour, je m'appelle Hélène Lorrain et vous écoutez Les Quartiers de la recherche, le balado qui présente les projets des membres du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, le CRIEM. Dans cet épisode, nous abordons les recherches de Hilary Kale, professeure en anthropologie à l'Université McGill, et Sam Victor, stagiaire postdoctoral en anthropologie de l'Université McGill et boursier postdoctoral BMO du CRIEM en 2022-2023. Hilary et Sam font partie de l'équipe du projet Municipalité, religion et laïcité, financé par le CRSH et le FRQ. Bonjour Hilary. Bonjour Sam. Bonjour. Bonjour Hélène. Alors, Hilary et Sam, où nous emmenez-vous aujourd'hui? À l'église Saint-Jacques, dans le centre-ville de Montréal. C'est une église qui se situe à côté de l'Université Concordia sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, où ça bouillonne de vie. Saint-Jacques? Jacques? C'est pas un nom que je reconnais. Avant, ça s'appelait Saint James the Apostle. C'est une église anglicane qui a été inaugurée à l'origine quand elle s'appelait Saint James en 1864. À l'époque, elle était au cœur du 1000 carrés dorés, le Golden Square Mile, qui réunissait plein de gens très riches. En effet, on dit que 80% de la richesse du Canada entier était contrôlée par des personnes vivant dans ce quartier. Donc, on peut se douter que l'église qui a été construite était très belle, avec une architecture qui mérite d'être conservée aujourd'hui. Mais vous m'avez dit qu'elle a été renommée. Est-ce que ça veut dire qu'elle a déjà fermé? Dans la deuxième moitié du 20e siècle, le quartier a connu un éventail croissant de problèmes sociaux et il est entré dans un lent déclin, et Saint James a décliné avec lui. L'Église a fini par suspendre ses activités régulières en 2015. Et un an plus tard, Saint James a rouvert ses portes avec une nouvelle équipe, une nouvelle façon de faire les choses et un nouveau nom, Saint Jacques. Le nouveau nom rappelle Jacques, qui est le mot français pour James. L'Église reste une église anglicane, elle fait partie du diocèse anglican de Montréal, mais elle est loin d'être une église conventionnelle. Par exemple, la relance de Saint-Jacques, c'est le projet d'un OBNL qui s'appelle Releven. Eh bien, On va parler davantage de Releven plus tard, mais pour le moment, ce qui est important de comprendre, c'est que leur façon de penser consiste à faire revivre une idée plus ancienne du rôle d'une église dans la société, à savoir répondre aux besoins de la communauté, mais en le faisant d'une manière radicalement ouverte et inclusive. Ce qui nous mène à l'introduction du dynamique leader de Saint Jacques, Graham Singh. We pray, Father, for this day and our city of Montreal, this beautiful moment in the summer. We pray for those who have... Je suis Graham Singh, je suis pasteur à l'église Saint-Jacques et PDG fondateur de la Fondation des Centres Trinité. May the joy of the Lord be upon Montreal this day, we pray. Lord, in your mercy. Pour moi, mon piste d'arrivée ici, c'est de l'église anglicane. J'étais en Angleterre 14 ans, mais je suis d'origine du Canada. Et quand j'étais en Angleterre, j'ai épousé ma conjointe, qui est une Française. Alors, on est devenus amoureuses de la vie de la francophonie. Éventuellement, c'est ça ce qui nous avait apporté ici à Montréal. Et c'était en conversation avec le diocèse anglican de Montréal où on s'est demandé, est-ce que vous avez, mon évêque, une église qui est un peu difficile, mais bien centralisée, où on peut faire des expériences sur plusieurs projets de le partage de ce site avec les acteurs dans la communauté. comment Graham réussit à répondre aux besoins de la communauté autour de Saint-Jacques? C'est une grosse question. On va laisser Graham expliquer les défis du quartier et les structures mises en place pour y répondre. Alors, le moment où on s'est arrivé ici, on s'est vu que vraiment, on est au cœur, au plein cœur du centre-ville de Montréal, où on a plusieurs organismes de l'économie sociale, des OBNL, des caritatifs, qui ont besoin de ces espaces. Alors, le projet est devenu pas juste un projet de relancer une église dans un style plus moderne, de voir c'est quoi, ça veut dire quoi une église dans le centre-ville de Montréal maintenant,
mais aussi de voir si on a des réussites ou on a des défis. Comment est-ce qu'on peut partager ça avec le monde entier, le reste du Canada, le reste du Québec? Et c'est ça où on a l'église Saint-Jacques avec son centre Saint-Jacques qui est là pour le partage. Le centre Saint-Jacques va devenir Espace Jacques. On est en train de renommer celle-là. Mais aussi d'avoir une fondation pour aider des autres églises, des autres communautés. Et celle-là, c'est commencé comme la fondation des Centres Trinité, qui est maintenant devenue la fondation Releven. Dans ce contexte, il y a eu la nécessité de multiplier les usages dans des espaces de l'Église Saint-Jacques. Donc, il y a eu d'importants investissements en capital pour en faire un espace où peut se tenir plusieurs types d'activités, dont un cirque. Oh wow, un cirque! Mais c'est quoi le genre de modifications qui ont dû être apportées à l'Église pour accueillir un cirque? En effet, on a fait le tour de l'Église avec Graham. Il a un très bon exemple. Alors, ici, on est sur scène, là où étaient les bancs de chœur. On avait enlevé tous les bancs, les avait convertis en bureaux de son et bureaux d'accueil. Alors, on avait réutilisé tout ce bois décoratif. Et sur scène, ici, on a des planchers de plywood. Et ces planchers de plywood sont peinturés noirs. Ça fait une marque classique du théâtre. On peut mettre du duct tape là-dessus pour les positions. On peut mettre une batterie. Là, c'est une scène noire, vide, pour être capable d'accueillir des artistes. Oh, donc la scène carrément qui a dû être faite, là. Mais j'imagine que cette rénovation n'a pas été suffisante. Il y a toujours quelque chose à réparer dans une église comme ça là, qui date du 19e siècle. En effet. Encore une fois, écoutons Graham. Par exemple, ici, de réparer la maçonnerie, ça va nous coûter à peu près 6 millions à 8 millions de dollars. Et là, pour être clair, pour ceux qui ne connaissent pas des structures de base de construction, la plupart des bâtiments en pierre qu'on voit qui sont plus modernes ont une genre de pot en pierre. La structure du bâtiment, il est fait en acier, mais c'est un skin, un pot dans un autre matériau. Ici, les bâtiments historiques comme une église, la structure elle-même, elle est en pierre. On n'a pas une autre structure derrière. Alors, de reconstruire toute cette structure, c'est très coûteux. Ce que je comprends de tout ça, c'est que Saint-Jacques, même si ça coûte cher et qu'ils doivent trouver des solutions, ben ça reste quand même une église ouverte qui soutient une communauté. Donc, ça veut dire que les personnes en charge à Saint-Jacques ont trouvé des solutions. C'est quoi les solutions? Concrètement, on parle du monastère, le cirque, Action Réfugiés Montréal, Wolfpack Street Patrol, qui est une patrouille de nuit pour les Autochtones en situation d'itinérance dans le centre-ville. Il y a aussi 4 églises, une banque alimentaire et même une école de langue. Écoutons Graham à propos de la philosophie derrière l'inclusion de ces organismes. Pour nous, on avait essayé de vraiment créer une image de diversité, équité et inclusion. Et de voir si on a une opportunité, par exemple, d'héberger un groupe qui sert des personnes en itinérance autochtones. C'est quelque chose qu'on avait dit, OK, on va vraiment pousser vers ça parce qu'on sait très bien, c'est un grand besoin. Mais aussi, on reçoit des appels pour des groupes qui habitent dans le quartier où leurs membres, leur congrégation, je peux dire, de ces OBNL sont ici dans le quartier. Alors, c'est un quartier peut-être le plus international de tout le Québec, pas juste Montréal, mais le ouest de Montréal, le centre-ville, où on a plusieurs étudiantes à Concordia McGill qui viennent d'ailleurs. Et eux autres, ils ont leurs activités culturelles, communautaires, etc. Alors, c'est vraiment le choix des activités, c'est basé sur qui existe dans le quartier. Donc, tous ces organismes ne sont pas juste des locataires de bureaux. Saint-Jacques veut créer un esprit de copropriété et de partenariat. Tout le monde a son mot à dire dans la gestion de Saint-Jacques. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous éloigne d'autres modèles. Habituellement, les églises doivent jouer entre leur survie, juste louer des espaces, et leur survie institutionnelle, être gardées ouvertes par le diocèse pour les privilèges fiscaux. Saint-Jacques s'éloigne de ça et propose quelque chose d'innovant, soit créer une communauté et repenser les valeurs. Donc, si je comprends bien, c'est un peu une espèce de triage sur le volet des organismes qui occupent les espaces à Saint-Jacques pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Oui et non. C'est sûr qu'il y a ce genre de sélection d'organismes, mais c'est beaucoup plus que simplement ça. Par exemple, le monastère, soit le cirque dont on a parlé, eh bien, c'est rendu un partenaire essentiel de Saint-Jacques.
Ben moi, je suis Rosalie, cofondatrice et directrice générale du monastère Cabaret Cirque, un OBNL d'économie sociale en art du cirque. Ben c'est un peu drôle parce qu'il y a beaucoup de cirques dans les églises maintenant, mais chaque modèle est très différent. Nous, on est un modèle où ce que le culte a encore lieu, où ce que l'organisme, le Centre Saint-Jacques, mène encore des activités et accueille d'autres activités. Fait qu'il y a un grand mélange ici. Nous, on s'occupe du volet artistique, du volet événementiel. On supporte et on s'entraide là, à plein, il y a des zones grises à travers tout ça, mais au niveau plus communautaire, on va supporter aussi l'accompagnement plus opérationnel. Mais l'Église fait encore évidemment le culte. Bien, évidemment, je dis évidemment, mais justement, dans les autres églises, c'est souvent plus ça. C'est rendu à vocation clairement artistique ou école ou autre chose. Mais ici, c'est vraiment de montrer la mixité possible encore dans tout ça. Ah, c'est beau. C'est un bel exemple de comment des organismes qui aident des gens peuvent s'aider entre eux aussi. Oui, et pour Graham, c'est super important. Pour lui, ça entre dans une vision plus large de co-consécration de l'espace de l'Église. Est-ce qu'un artiste de cirque qui veut exprimer son position spirituelle avec son art, est-ce que c'est un travail sacré ou non? Et là, on dit oui. Ça aussi, le travail d'un artiste, le travail d'une OBNL qui travaille avec des réfugiés, pour eux, c'est un travail sacré. Pour quelques-uns, c'est plus sacré que des messes religieuses. Alors, dans la perspective des Québécois, des Québécoises, l'idée de qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui est non sacré, c'est assez difficile à considérer. Alors, la solution qu'on avait proposée, on avait commencé par dire, mais qu'est-ce qui se passe si on fait partiellement, temporairement, déconsacraliser l'espace? C'est-à-dire, dimanche, on est consacré, mais lundi à samedi, déconsacralisé. Mais la zone autour de l'hôtel, ça reste consacré dans tout le temps. Okay? Mais la solution, enfin, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire un genre de co-consécration où tout le monde apporte ce qu'il considère est sacré? Et est-ce que le travail avec des réfugiés, est-ce qu'actuellement, ça fait que les messes le dimanche deviennent plus sacré, plus important? Alors, l'idée de diminuer le sacredness d'un autre, est-ce que c'est un défi ou un gros avantage? Et ce qu'on avait dit, c'est un gros avantage pour tout le monde. C'est un win-win-win-win-win. Habituellement, ce qui est consacré dans une église catholique ou anglicane, c'est l'œuvre de l'église elle-même, même dans le cas où différents locataires se partagent le lieu. La vision est vraiment différente à Saint-Jacques, qui s'inspire d'une différente théologie de la consécration, qui s'imagine de manière plus fluide et en fonction des activités qui ont lieu dans l'espace. Aussi, on imagine que ce sont tous les organismes qui participent à la consécration de l'espace. C'est pour ça que c'est relaté comme une co-consécration. Graham encore. Est-ce qu'une organisation au but non lucratif qui travaille avec des personnes vulnérables veut louer d'une église ou d'un centre? Et là, on avait créé effectivement un département dans la même organisation religieuse caritative qu'on avait appelé le Centre Saint-Jacques. La prochaine évolution, c'est de changer ce nom encore à juste dire Espace Jacques. Laisse tomber le Saint et on laisse ça pour l'Église et on dit Espace Jacques. Jacques est maintenant connu. Et il y a plusieurs gens qui disent on va aller au Jacques, on va aller au Saint-Jacques, au Centre Saint-Jacques. On dit juste Espace Jacques. Ça touche sur le nom historique, mais ça représente aussi le besoin d'être encore moins sacré officiellement pour ce que les gens seraient confortables dans un lieu religieux. Ça a l'air facile dit comme ça. Mon petit doigt me dit que c'est pas si simple que ça. En effet, le cadre réglementaire de la ville de Montréal peut compliquer les choses. On a parlé des problèmes d'argent, mais il y a aussi tout un cadre réglementaire pour les lieux de culte et leurs usages, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Rosalie nous en a parlé. C'est sûr que des fois, c'est complexe. Je pense que pour toutes les salles de spectacle, c'est complexe. On est souvent hors case. Puis là, encore plus quand on est dans un lieu atypique, je pense que c'est le temps justement de faciliter, en tout cas de se rendre compte que les lois ne sont peut-être plus adaptées aux nouveaux modèles, que ça soit... là, on se fait guider en ce moment justement pour transformer notre permis au niveau du bar. Fait qu'on voit que ça change. Est-ce que c'est simple? Non, pas encore. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis citoyen résident.
J'ai quitté l'Église catholique à l'âge de 13-14 ans à peu près. Là. Fait que je ne peux pas dire que je suis un paroissien, mais je suis un citoyen résident. Moi, ce que je veux ramener, c'est que les églises, les terrains, tout ça, là, ça a été payé par les gens qui habitaient le quartier avant nous autres. Il y en a encore des paroissiens aujourd'hui, mais dans le fond, c'est des gens qui nous ont précédés. Donc, c'est un bien public. C'est un bien qui appartient à la communauté, aux gens qui restent dans la paroisse, dans le quartier, qu'on pourrait dire aujourd'hui. C'est des lieux qui nous appartiennent. Donc, j'en appelle ce soir à la transparence. L'homme qu'on entend exprimer son attachement aux églises participait à une assemblée publique de consultation en octobre 2023. La consultation visait un projet pilote pour la sauvegarde du patrimoine bâti religieux dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal. Un projet pilote explicitement sur la sauvegarde des églises patrimoniales urbaines, ça devient intéressant. Mais avant d'y plonger, c'est quoi au juste l'arrondissement Ville-Marie? L'arrondissement Ville-Marie, c'est l'arrondissement du centre-ville de Montréal. Donc Ville-Marie inclut plusieurs attractions touristiques, plusieurs musées, de nombreux commerces et 3 des 4 universités montréalaises. Mais surtout, il y a plusieurs églises. En fait, il y a plusieurs lieux de culte. Je n'ai pas le nombre exact de tous les lieux de culte, mais il y a à peu près une trentaine de lieux de culte qui sont, eux, désignés avec intérêt patrimonial au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Donc, il y a tout type de culte aussi qui se trouvent sur le territoire montréalais, majoritairement des lieux cultuels qui sont liés à l'héritage judéo-chrétien, catholique, dans l'arrondissement. Je m'appelle Robert Baudry, je suis conseiller de ville du district de Saint-Jacques, membre du comité exécutif responsable de l'urbanisme, l'OCPM et l'itinérance. Robert Baudry est donc au cœur de ce projet pilote qui veut prendre soin des églises de l'arrondissement. Écoutons-le. Bien, en fait, la pratique du culte, on le voit, elle diminue. C'est pas la même intensité qu'on avait à une certaine époque. Les conséquences sont nombreuses. Tout d'abord, quand les conséquences sont sur le bâtiment lui-même, là, on le voit, quand on n'a plus l'achalandage qu'on avait avec des horaires qui étaient aussi importants qu'à une certaine époque, bien, on va peut-être négliger à certains moments l'entretien du bâtiment. On veut économiser sur les coûts d'opération parce que, bien évidemment, on cherche les sous. Hein. Les fidèles donnaient beaucoup. Alors là, les revenus sont moins au rendez-vous. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une dégradation, des fois lente, des fois accélérée, parce que quand on pense, par exemple, à des bâtiments où on coupe le chauffage pendant l'hiver au Québec, bien, on le sait qu'un hiver sans chauffage, ça peut avoir des impacts dévastateurs sur des bâtiments, surtout des bâtiments patrimoniaux d'intérêt qui ont des grands volumes, qui coûtent cher à chauffer, mais qui se dégradent très, très vite sans chauffage. Bien, par la suite, il y a les dégradations sur le bâtiment, toiture, infiltration d'eau, désolidarisation des façades, perte des éléments d'intérêt patrimonial. Mais après, il y a aussi tout l'impact que ça a sur les quartiers dans lesquels ces lieux de culte-là sont intégrés. On le sait, bien souvent, ces lieux de culte sont positionnés stratégiquement dans les cœurs de village. Donc, si elles tombent à l'abandon, en décrépitude, ne serait-ce que pour le sentiment de sécurité lié au potentiel incendie. Et il y en a eu dans l'arrondissement de Ville-Marie. On pense à Sacré-Cœur, par exemple. Ou, par exemple, aussi l'abandon, le squattage, le sentiment d'insécurité, la dégradation. Bien, ça a un impact sur les communautés de proximité. Ça a un impact aussi sur la vitalité communautaire. Bien souvent, il y avait des activités communautaires. Le réseau communautaire du Québec, de Montréal en particulier, est né dans les sous-sols d'églises. Donc, faible activité, des fois, va aussi avoir un impact sur le réseau communautaire qui utilisait les installations, le réseau de charité aussi. On le sait, on vit une crise sociale actuellement. Donc, les impacts sur la perte de mémoire, la perte de patrimoine, c'est une chose, les bâtiments, mais par les marqueurs identitaires, mais aussi sur les communautés, les différentes communautés des quartiers est assez majeur. Donc, Robert Baudry, et par extension la Ville de Montréal, semble reconnaître l'importance des églises dans la ville, bien au-delà des besoins identitaires. Mais pour ça, il faut toucher la question des usages des églises. On le laisse nous en parler. En fait, les églises cognaient beaucoup à notre porte à la Ville de Montréal pour la permission de nouveaux usages, pour valoriser les bâtiments. On a même eu à certains moments des demandes de démolition de bâtiments. Donc, ils sont bien souvent avec une charge auquel ils sont limités dans le type d'usage parce que ces bâtiments-là, surtout avec un intérêt, sont inscrits au plan d'urbanisme et sont associés à l'usage. La forme est associée à l'usage.
Ce qu'on le sait, c'est que c'est pas garant d'une préservation de garder un même usage, mais ils sont à la recherche, ils testent des choses, des fois sans trop le savoir, sans avoir nécessairement la permission. Donc, c'est difficile, c'est pas évident, parce que valoriser ces bâtiments-là, bien évidemment, il y a des promoteurs qui n'attendent que ça, parce que ce sont des bâtiments bien positionnés, d'autres qui ont fait des choses très intéressantes en conversion, mais à certains moments, la démolition vient rapidement. Et on ne peut pas accepter ça. Je veux dire, ce sont des bâtiments quand même où la collectivité a participé, ne serait-ce que par l'exemption des taxes foncières pendant plusieurs années, mais aussi qui marquent une partie de l'histoire et qui sont des marqueurs identitaires forts pour les quartiers, sentiment d'appartenance. Alors, comme on l'a entendu, la question de l'usage mène directement à la question de la valorisation. Valorisation pas seulement en termes de valeur symbolique et culturelle, mais carrément économique. C'est souvent le réflexe qu'on a rapidement en disant « Ah ben il faut le valoriser, donc il faut trouver un volet marchand à ça parce que sinon ça ne marchera pas. » On n'est pas contre de dire qu'il peut y avoir un élément commercial, là, puis on a besoin souvent d'un ancrage qui permette justement de faire lever le reste. Mais de se dire on va privatiser complètement quelque chose, on va permettre la démolition de quelque chose qui, pendant des années, ont été exemptés. C'est un choix collectif qui a été fait à l'époque de dire on vous exempte, lieu de culte, de taxes parce que vous avez un impact collectif. Je pense qu'ils ont rendu quand même les services en conséquence, là, plusieurs cultes, mais encore est-il que maintenant, on ne peut pas se dire on va vendre ça à la valeur marchande, puis en fonction de la valeur marchande, c'est le terrain, là, parce que sinon, c'est une charge. Toutefois, nous, notre prétention, c'est de dire que ces approches-là, plus flexibles, permettent de diversifier peut-être les sources de financement. Je vais reprendre un exemple que je connais bien parce que j'ai présidé le Sainte-Brigide, le CCSB, le Centre communautaire, alors que j'étais directeur général de l'organisme Le Pas de la rue. Quand on a commencé, et c'était avant même ma présidence qu'on avait commencé la qualification du site, on a commencé par le plus facile, c'est-à-dire le terrain de stationnement. On a été chercher du financement d'Axélogie, du financement du fédéral pour les locaux communautaires. Pour la sacristie, en arrière, on a été chercher un autre financement Axiologie. Il y a un autre financement qui a été cherché pour, par exemple, les locaux du gîte en termes d'employabilité. Bref, le fait d'ouvrir certains usages permet d'aller chercher dans plusieurs poches de financement, de diversifier le financement ou les opportunités de financement, soit de public, philanthropique ou de programme, et même peut-être d'amener certains investissements privés de façon équilibré à l'intérieur d'un projet. Mais c'est important de dire qu'il y a quand même quelques églises dans Ville-Marie qui s'en tirent assez bien. La basilique Notre-Dame de Montréal attire des touristes et l'entrée est même payante. La cathédrale Marie-Reine du Monde est très fréquentée aussi. Donc, il y a plusieurs églises, mais elles n'ont pas tous les mêmes besoins. Oui, d'accord, je comprends. C'est un arrondissement avec beaucoup de tourisme, donc il est important de préserver ou de sauvegarder des bâtiments patrimoniaux parce que ça fait partie de l'équation d'une belle ville. Et c'est aussi important, pas juste pour les touristes, là, mais pour la population montréalaise, pour qui les églises remplissent un vif besoin communautaire. Mais en même temps, il faut trouver des nouveaux usages pour des lieux qui sont souvent désertés pour une raison ou une autre. Donc, en quoi ça consiste exactement, ce projet pilote de l'arrondissement? En fait, ma première question, c'est pourquoi c'est un projet pilote? Tu te souviens quand on parlait du cadre réglementaire plus difficile? Que les églises ont besoin d'autorisation pour beaucoup de choses? Eh bien, c'est pas le genre de choses qui se transforment tout d'un coup, pour tout le monde. Il y a la volonté d'aller pas à pas, de consulter les personnes intéressées, de faire les bonnes choses. Parce que quand une église doit être convertie pour d'autres usages, c'est long, c'est difficile, comme le dit Robert Baudry. C'est un long processus, puis c'est un processus qui est incertain, parce que bien souvent, il faut passer à travers une modification au plan d'urbanisme. Donc, c'est long, c'est hasardeux, ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi de la préparation. Il n'y a pas nécessairement de critères vraiment établis, et à la fin de la journée, on n'est pas sûr qu'on va se rendre donc, à l'objectif qu'on a. Ah oui, je vois. Hein? Et maintenant, le projet pilote? Au cours de l'été 2023, les employés municipaux ont enquêté sur 28 églises. Ils les ont photographiées, ils ont noté leurs caractéristiques physiques et ils ont consulté les dirigeants des lieux de culte pour se faire une idée de leur fonctionnement et leurs besoins. Écoutons Robert Baudry. Oui, le projet pilote, en fait, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait à faciliter parce que, bon,
Il n'y a pas juste un enjeu qui fait en sorte qu'on a des églises dites excédentaires ou des lieux de culte dits excédentaires ou vacants. Le financement est un enjeu, mais un autre enjeu, c'est aussi la flexibilité de la réglementation. Puis c'est là qu'on s'est dit que comme ville, on pouvait jouer un rôle fort. Alors l'arrondissement de Ville-Marie a une bonne connaissance de son territoire, avait fait une analyse là, des lieux de culte qui se trouvaient sur le territoire. Puis on s'est dit, on ne va pas faire du mur à mur parce qu'on ne va pas se tromper non plus. On va sélectionner une douzaine de lieux de culte sur le territoire, assez répartis, puis on va les sortir de cette liste-là qui est associée à l'usage au plan d'urbanisme. On va demander à la ville-centre de les sortir du plan d'urbanisme et on va les passer par projet particulier avec des critères qui sont vraiment définis. Des projets particuliers avec des critères, ça sauve du temps. Avant, quand on devait faire, par exemple, une modification au plan d'urbanisme, ça devait passer par une lecture en conseil, ensuite aller à la ville-centre en conseil municipal, donner un mandat à l'Office de consultation publique, faire une consultation publique, revenir avec un rapport, répondre au rapport, procéder. Donc, on se sauve quand même plusieurs mois, là, voire on avait évalué à peu près à 9 mois. Et le temps, c'est de l'argent pour tout projet de transformation, de conversion. Mais surtout, c'est que ça donne de la prévisibilité. Voici les attentes. Voici nos attentes collectives. On veut que ça ait un impact collectif. On veut préserver le patrimoine. Parce que, on l'a constaté, le simple fait de garder un lieu de culte n'est pas garant de préserver les éléments patrimoniaux. On le sait, d'un culte à un autre, les interdits de représentation, par exemple, font en sorte qu'on peut enlever des éléments qui représentent, par exemple, la Sainte Vierge ou je ne sais trop, mais qui seraient d'intérêt et sans contrainte. Alors, là, vraiment, on vient les préserver, ces éléments-là, les identifier. Bref, pour résumer, pour relever ce défi, l'arrondissement Ville-Marie veut faciliter la vie aux propriétaires d'églises patrimoniales pour qu'ils expérimentent de nouveaux types de projets générateurs de revenus. OK, je dois dire que je m'attendais quand même à autre chose. Ça me semble assez modeste. En effet, il ne s'agit que de simplifier le processus réglementaire de la Ville pour approuver des projets qui ne sont pas actuellement autorisés dans les lieux de culte patrimoniaux désignés. L'arrondissement a laissé ouverte la nature de ces projets, mais il a précisé qu'il devait avoir un fort impact sur la communauté, comme l'a dit M. Baudry. Pour moi, c'est un projet qui va réunir des besoins liés à sa proximité, surtout pour un lieu de culte, parce que, comme je disais tantôt, ils sont bien positionnés de façon stratégique, en proximité avec une population résidente. Et, à mon sens, il doit permettre l'accès, il doit permettre l'expression, il doit répondre aux enjeux qu'on vit actuellement. Là. Il pourrait rester en fait, c'est ça l'idée du projet aussi, c'est de dire ils peuvent avoir gardé à plus faible intensité une activité cultuelle, puis par la suite avoir d'autres activités communautaires, économiques, sociales, etc. Tu sais, ça permet justement cette multiplication des usages à l'intérieur, mais il n'y a pas de parti pris justement pour dire est-ce qu'il doit y en avoir, est-ce qu'il doit y en avoir beaucoup, un peu moyennement. Ça, après, c'est en fonction des porteurs de projets. La Ville de Montréal donne des leviers, oriente sur les choix, mais par la suite, les groupes font leurs propres choix. Ces lignes directrices reflètent le point de vue de la Ville, selon lequel, étant donné que les propriétaires religieux sont exonérés d'impôts, toute activité génératrice de revenus menée sur les lieux doit être au bénéfice de la collectivité. D'ailleurs, à nos yeux d'anthropologues, ce qui est intéressant dans ce projet pilote, ce sont justement les manières dont tous ces règlements qui encadrent les lieux de culte reflètent comment la ville de Montréal, et plus largement la société québécoise, laïque qu'elle soit aujourd'hui, définit c'est quoi une église et quel genre d'activités ont lieu dans une église. Et c'est pour ça que l'idée de la collectivité, ça a l'air d'être un détail, mais c'est un point qui est très important pour nous. Le projet pilote dont on parle se situe dans le cadre du plan de mise en valeur du patrimoine local, un plan qui a été déposé en novembre 2020. Et dans ce qui est écrit dans ce plan, il est disponible en ligne, tout le monde peut le consulter, il est supposé que la mise en valeur soit un projet collectif avec des avantages collectifs qui rassemble les Montréalais et les Montréalaises autour d'une richesse. C'est un mot utilisé souvent, une richesse partagée. En fait, quand on y pense, c'est un vocabulaire très économique qui a été déployé autour du projet pilote par l'arrondissement. Oui, avec des mots comme richesse, évidemment, mais aussi excédentaire, des projets à fort impact, etc.
C'est vrai. Donc, pour résumer, il y a vraiment une volonté d'en faire un projet collectif, d'essayer de faire en sorte que la population embarque, mais en même temps, il y a cet enjeu de bénéfices fiscaux. Il y a un genre d'échange ici, là. Vous, les lieux de culte, vous ne payez pas d'impôts, mais vous devez être au service de la collectivité. Exactement. Et comme on va le constater, ce point-là, c'est important aussi pour St. Jack's. Les usages communautaires ou de rassemblement font partie des activités historiques des lieux de culte à travers le monde et à travers les confessions. En ce sens, les règlements devraient permettre de plein droit les usages diversifiés. De toutes les époques, les églises de Montréal ont accueilli des artistes, des cuisines populaires, des activités sportives, des bazars et une multitude d'usages allant bien au-delà de la messe et de la prière. Les églises sont des lieux de solidarité et de rencontres profondément humanistes. Voir l'Église comme un espace limité au culte est une profonde incompréhension de la destination première de ces bâtiments. Oh, qui parle comme ça? C'est un représentant de St. Jack's lors de la consultation publique d'octobre 2023 au sujet du projet pilote. Pour St. Jack's, c'est un projet qui nécessite beaucoup plus de réflexion parce qu'ils craignent que la Ville ne définisse ce qui est un lieu de culte et ce qui est permis d'y faire. Tu te souviens quand on a parlé de la co-consécration? Pour Graham Singh à St. Jack's, tout ce qui se passe au sein de l'Église, même le cirque, relève du culte. Ce n'est pas que le rituel du dimanche. Donc, demander des permissions, changer la qualification, voire le zonage, pour une église comme St. Jack's, ça fait pas de sens. Même si pour la ville, c'est juste une simplification de règlement. OK, oui, je comprends. Il y a une incompréhension pratiquement fondamentale ici. Là, pour St. Jack's, la multiplication des usages se poursuit dans leur idée de la co-consécration. Et pour l'arrondissement, la multiplication des usages réduit le culte à un usage parmi tant d'autres. Donc, c'est pas facile, là. Est-ce que c'est une réaction partagée par des personnes en charge d'autres lieux de culte dans Ville-Marie? Oui, bien que l'arrondissement ait convoqué les lieux de culte au cours de l'été, les représentants des églises qui ont pris la parole lors de la consultation, les propriétaires, comme les a qualifiés l'arrondissement, n'avaient que peu d'informations sur les personnes qui avaient pris la décision d'inclure leur bâtiment dans le projet pilote et sur les raisons qui les avaient poussés à le faire. Ils ont aussi beaucoup de misère à ce que leurs églises soient présentées comme étant en péril ou excédentaires, selon les termes employés par l'arrondissement. OK, oui, je comprends. Là. Et c'est quoi la réponse de l'arrondissement face à ces critiques de la part des personnes en charge des lieux de culte? On pourrait considérer que, effectivement, l'arrondissement perçoit des édifices religieux patrimoniaux comme une forme d'espace public partagé en raison d'une solidarité intergénérationnelle symbolique. Ça fait partie de la justification autour de la collectivité, comme on l'a déjà soulevé. Mais les édifices religieux ne sont pas que des édifices publics quand même. Lors de la consultation publique d'octobre 2023, Robert Baudry, qui dirigeait cette consultation, a essayé de clarifier le statut inhabituel des bâtiments religieux qui, dans une culture catholique patrimoniale, se situent à l'intersection complexe entre l'objectif collectif et la propriété privée. Écoutons-le. Le critère d'impact sur la communauté aussi est très important là, dans ce qu'on vient présenter aujourd'hui. Donc, enjoint justement les différents propriétaires d'églises parce que même si effectivement ils ont un impact collectif, ils ont des exemptions de taxes pendant des années comme des organismes communautaires, par exemple, parce qu'ils offraient des services aussi à la population, ça reste qu'ils sont propriétaires en termes de droits privés de leur bâtiment. Là, si on regarde juste là, la loi là, et non pas le côté collectif de la chose. Donc, bien évidemment, comme tout propriétaire de bâtiment dans lequel on souhaite y voir le développement de projets impact social, même les autres, on les encourage fortement à travailler avec la communauté dans la mesure où on peut le faire. Toutefois, on ne peut pas l'exiger. C'est bizarre, je reste avec cette formulation que vous aviez à l'effet que les églises patrimoniales se situent à l'intersection complexe entre l'objectif collectif et la propriété privée. C'est vrai que c'est complexe et qu'il y a quelque chose dans des ordres là-dedans de messy. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'explorer ça un peu mieux? Certainement. Je pense que ce serait sage d'intégrer un peu de contexte historique là-dedans.
parce que c'est impossible de parler d'église patrimoniale sans parler d'histoire au Québec. Comme on le sait, les institutions de l'Église catholique ont été pendant très longtemps, en fait pendant près de 200 ans, en charge des écoles et des hôpitaux de la province, en plus d'avoir un rôle culturel, social et politique extrêmement important. Les églises paroissiales ont aussi été très présentes dans la vie des gens. Rappelons que chaque paroisse avait sa fabrique, c'est-à-dire un comité de paroissiens qui décidait de la vie économique, administrative et juridique de la paroisse, ce qui avait des impacts sur la vie quotidienne des communautés. Oui, le rôle de l'Église, grand E, et des églises, petit e, a été super important, c'est bien connu. Et tout a changé durant les années 1960, au moment de la Révolution tranquille. Les différentes réformes politiques votées à ce moment-là ont massivement et rapidement désinvesti l'Église catholique des écoles et des hôpitaux. Parallèlement, le Concile Vatican II s'est tenu durant la première moitié des années 1960, se concluant sur une ouverture des pratiques de l'Église catholique. Donc, il ne faut pas perdre de vue que l'Église a soutenu et participé aux changements amorcés par la Révolution tranquille. Il y avait un climat social propice au changement et au Québec, ça a beaucoup paru. Oh oui, aujourd'hui, la Révolution tranquille, ça ressemble à un mythe fondateur, le mythe fondateur du Québec moderne. Mais qu'est-ce qui est resté de la vision de l'Église dans la population québécoise? Pour beaucoup de Québécois et de Québécoises aujourd'hui, la Révolution tranquille représente une rupture soudaine et définitive contre le catholicisme. La colère s'est également accrue contre l'institution de l'Église depuis les révélations mondiales sur les abus commis sur les enfants, entre autres. Malgré ça, la plupart des Québécois et Québécoises d'origine française s'identifient aujourd'hui comme catholiques et déclarent croire en Dieu. Mais en pratique, moins de 10% des Québécois et Québécoises fréquentent l'Église régulièrement, ce qui est de loin le taux de fréquentation le plus faible d'Amérique du Nord. Intéressant. Il y a véritablement un écart important entre la pratique et l'identification. Ça fait écho à ce qu'on parlait au début de l'épisode. Collectivement, la majorité de la population veut garder ses églises, mais ne les fréquente plus. En effet, très concrètement, sur le plan matériel, la province est encore couverte d'églises patrimoniales. Rien qu'à Montréal, on en compte plus que 350. Les églises du Québec, en fait tous les lieux de culte, comme St. Jack's qui est anglicane, sont pris avec et dans un récit de laïcité, mais ce récit reste néanmoins défini par la place centrale du catholicisme dans l'histoire. En effet, c'est toute une contradiction. Après la Révolution tranquille, il y a eu une perte de confiance envers les églises comme propriétaires privés qui agissaient dans l'intérêt public. L'esprit public de l'Église a été largement perdu, mais pas complètement, parce qu'il ne paye toujours pas d'impôts fonciers. Mais bon, pour revenir à la perte de confiance, c'est ça que St. Jack's veut raccommoder. Le but de St. Jack's est de rebâtir la confiance de la communauté avec leur projet de releving, avec la réunion de partenaires qui sont beaucoup plus que de simples locataires et avec la co-consécration de l'espace. Et ce serait quoi le but du projet pilote? Est-ce que c'est aussi de rebâtir la confiance? Bien, on ne sait pas exactement toutes les motivations derrière ça, mais sur le terrain, on pourrait dire oui et non. Tu te souviens de comment on a dit qu'il y a un vocabulaire économique autour du projet pilote? Eh bien, selon ce qu'on voit sur le terrain, ce vocabulaire révélerait la volonté de la Ville. Simplifier le processus réglementaire pour approuver des projets qui se déroulent dans un lieu de culte, ça crée de la valeur, culturelle et sociale certes, mais surtout économique. Les édifices vont garder leur valeur foncière, peut-être même qu'elle va augmenter grâce aux projets occupant les espaces. Et est-ce que selon vous, c'est fondamentalement ça qui dérange l'équipe de St. Jack's, que ce soit une vision économique? Mais ce n'est pas le fait que ce soit une vision économique, mais plutôt le fait que le projet pilote apporte une définition étroite des lieux de culte qui ne prend pas en considération les manières dont les activités communautaires favorisées par les églises peuvent être de nature commerciale, comme c'est d'ailleurs le cas chez eux. Ils sont quand même un peu agacés par ce qu'ils considèrent comme l'incapacité des autorités municipales à définir clairement c'est quoi une église et le rôle que devrait jouer la propriété religieuse dans la sphère publique laïque de Montréal. En fait, pour nous, toute cette histoire-là est un bon exemple de comment les principes théologiques, qu'on croit abstraits, ont des répercussions dans une chose aussi concrète que des règlements municipaux. Et rappelons qu'on parle d'une certaine théologie, d'une Église anglicane particulière qui n'est pas partagée par d'autres communautés chrétiennes. Donc, imaginez les différences d'avis que peuvent même entretenir d'autres confessions qui font partie du paysage diversifié de Montréal. Dans l'épisode, on a beaucoup parlé de St. Jack's et je comprends pourquoi. C'est une église bien spéciale. Mais c'est pas ici une situation de qui a raison, qui a tort.
Nous sommes des anthropologues. Nous étudions comment différents groupes créent du sens dans leur milieu. C'est notre travail de montrer comment les choses sont en désordre, sont messy. Et aussi, justement parce qu'on est des anthropologues, on serait curieux d'entendre l'avis de l'auditoire. Qu'est-ce que les lieux du culte de votre quartier représentent et signifient pour vous? Est-ce que vous souhaitez les garder? Qu'est-ce que vous seriez prête à accepter pour sauvegarder les églises? Selon vous, c'est quoi un lieu de culte? Quel rôle devrait-il jouer? À qui devrait-il appartenir? L'appel est lancé. Écrivez-nous au criem.cirm@mcgill.ca pour nous faire savoir ce que vous en pensez. Donc, c'est au criem.cirm@mcgill.ca. Merci beaucoup, Hilary Kell, et merci beaucoup, Sam Victor, pour votre participation au Quartier de la Recherche. Vous venez d'écouter les Quartiers de la Recherche. Duo de recherche, Hilary Kell et Sam Victor du département d'anthropologie de l'Université McGill. Animation, Hélène Lorrain. Remerciements à Graham Singh et toute l'équipe de St. Jack's, Rosalie Beauchamp du monastère, ainsi que Robert Baudry et son équipe à l'arrondissement Ville-Marie. Les Quartiers de la Recherche est un balado produit par le projet Murel, Municipalité, Religion et Laïcité, dirigé par Solange Lefebvre, titulaire de la chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l'Université de Montréal, et le CRIEM, le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises.